Je commencerai seulement par un tout petit point assez dramatique. Si vous avez vu ce qui s'est passé à Cannes et sur la côte de la Riviera cette nuit, des épisodes de ce genre, il y en a toujours eu entre les Cévennes, Perpignan et toute la côte jusqu'à la Riviera et Menton, mais l'intensité de ces phénomènes s'accélère en ce moment et c'est ça qui est en train de changer. Le changement climatique, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup plus d'événements dramatiques et de catastrophes, mais qu'elles sont en général bien pires et bien plus extrêmes qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc on a malheureusement là un exemple de plus de la situation qui n'est pas dû qu'au changement climatique. Il faut rajouter, ça c'est la responsabilité des pouvoirs locaux, l'artificialisation des sols qui permet ou malheureusement facilite l'évacuation de l'eau sur les zones habitées. Mais on a malgré tout là un exemple précis de ce qui est en train de se jouer, en sachant que la température de la planète va être probablement la plus chaude que la Terre n'ait jamais connue depuis la dernière glaciation et depuis qu'on est capable de le mesurer en 2015, et on va être à plus 0,6, plus 0,8 degrés par rapport à la moyenne du XXe siècle. Et on a des catastrophes climatiques qui sont pires que celles qu'on connaissait auparavant. Voilà, c'est en gros le tableau. J'en dis pas plus sur le côté scientifique que vous connaissez, et je vais essayer de tout de suite partir sur les enjeux. Pour essayer de voir qu'est-ce qui se joue et pourquoi le sommet de Paris a lieu et pourquoi il est considéré comme aussi important et pourquoi il l'est d'ailleurs aussi important. Première idée, COP. Beaucoup de gens se demandent encore que veut dire cet acronyme. COP, c'est un acronyme d'un mot anglais ou d'un nom anglais qui est Conference of Parties, la conférence des partis. C'est pas les partis politiques, c'est ceux qui siègent en tant qu'État dans ce qu'on appelle en anglais toujours l'UNFCCC, UNFCCC, qui se traduit en français comme la Convention cadre des Nations Unies sur le changement de climat. Donc c'est une réunion qui se tient tous les ans. On est aujourd'hui à la 21e, donc vous pouvez bien voir que la première a eu lieu en 1994. Celle de l'an prochain qui aura lieu à Marrakech sera la COP 22. Chaque année, il y a donc une COP qui dure 15 jours et qui voit se réunir ensemble tous les représentants des États et ceux de la société civile qui ont été accrédités et qui sont intéressés à venir au COP. Pour vous donner une idée du nombre, sont attendus à Paris entre le 30 novembre et le 11 ou 12 décembre 45 000 participants à la COP. Je ne parle pas de ceux qui viendront en manifestation, dans les différentes activités. 45 000 participants à la COP, qui sont 20 000 représentants des gouvernements et des États. Comme il y a 194 gouvernements représentés, c'est en gros 100 en moyenne. Mais comme les billets d'avion ne sont pas payés, vous pouvez imaginer qu'il y a plus d'Américains et de Japonais que de gens du Burundi ou du Burkina Faso. Et il y a 20 000 représentants de la société civile accrédités qui sont dans les négociations. Plus 5 000 journalistes, ça vous donne un peu le nombre et la nature des présents. Donc c'est des réunions qui se tiennent tous les ans. Depuis maintenant 21 années, en fait la Convention cadre a été créée un tout petit peu avant. Elle a été créée en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio. Bon, pour ceux qui ont un peu de mémoire et qui se rappellent ou qui ont l'âge de se rappeler de cette période-là, on avait juste après l'effondrement de l'Union soviétique en 91, l'ouverture d'une phase qui a été l'âge d'or du multilatéralisme. Et se sont multipliées les conférences des Nations Unies qui étaient censées permettre une espèce de gestion collective et multilatérale des affaires de la planète et de l'humanité sur cette planète, sur tous les aspects. On se rappelle de la conférence de Pékin sur les femmes, il y a eu celle sur l'habitat qui était à Istanbul, celle sur la population au Caire, celle sur les questions sociales à Copenhague, et celle qui est probablement la plus connue, c'est la conférence de Rio, sommet de la Terre, qui a mis en place 3 conventions cadres. Il n'y a pas que celle sur le climat, une convention cadre sur la désertification, une convention cadre sur la biodiversité, qui a signé un accord à Nagoya, qui continue à se réunir régulièrement, et une convention cadre qui est celle dont on parle ici sur le changement climatique, donc l'UNFCCC et son système de COP annuel qui sont toujours début décembre dans différents pays, puisque ça passe d'un pays à l'autre. Alors, une fois créée, cette convention cadre des Nations Unies s'est donné comme premier objectif de fixer un accord et de permettre la signature d'un accord universel. Cet accord a été signé à Kyoto en 1997, c'est l'accord de Kyoto que l'Union européenne et donc la France par le biais de l'Union européenne a signé, et qui a 2 faces. Il y a une face tout à fait positive et je pense qu'il faut défendre bec et ongle, c'est l'idée que le changement de climat
relève de la responsabilité commune, mais différenciée des différents gouvernements et des différents pays qui existent sur cette planète. Pourquoi commune? C'est qu'on est dans le même bateau, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de pays qui seront épargnés. On ne parle pas d'accord commun, on parle de responsabilité commune et différenciée. Donc commune parce qu'on est tous dans le même bateau, différencié parce que tout le monde n'a pas la même responsabilité, et c'est évidemment les pays industrialisés qui depuis la fin du 19e brûlent massivement des énergies fossiles, charbon, puis pétrole et gaz. Donc ça c'est le point commun qui a fait accord à Kyoto et qui a abouti au fait qu'on demande aux pays les plus développés de faire les efforts substantiels de réduction des gaz à effet de serre et de compenser par des finances, donc par ce qui est devenu par la suite un fonds vert, ce que va coûter aux pays du Sud et aux pays les plus pauvres les efforts tant d'adaptation pour pouvoir résister et vivre avec 1-2 degrés de plus, mais aussi de conversion de leur modèle énergétique vers un modèle énergétique renouvelable et durable. Donc on a eu cet accord de Kyoto qui n'a été signé en finale que par l'Union européenne. Au début on avait aussi le Japon, le Canada, l'Australie, mais qui en sont sortis, de même que la Russie, et les États-Unis qui l'avaient accepté, cet accord de Kyoto, ne l'a pas ratifié, puisque Clinton, qui l'avait signé donc à Kyoto, n'a pas été suivi par son Congrès, un peu comme ça avait été le cas sur la Société des Nations dans les années 20, pour ceux qui se rappellent de cette référence. Et donc l'accord n'a concerné pour l'essentiel que l'Union européenne, pour le dire. Cet accord de Kyoto avait une face plus critiquable, en tout cas pour attaque, c'est ce que nous pensons profondément, qui était le fait que les mécanismes qui permettaient de réduire les gaz à effet de serre étaient des mécanismes de marché, avec pour rajouter au tout des systèmes qu'on appelle les compensations, ou en anglais les offsets, qui fait que vous pouvez avoir par exemple une émission massive de gaz à effet de serre en Europe, en France ou dans un autre pays, qui est acceptée si en échange, entre guillemets échange, vous avez dans un pays du Sud de la reforestation ou toute autre compensation qui permet qu'à l'arrivée, on ait une réduction des émissions de gaz à effet de serre quand on additionne le moins et le plus. Ce qui nous paraît critiquable d'abord parce que c'est souvent des choses qui sont non faites et qui sont truquées entre guillemets, mais aussi parce que sur le plan moral, ça veut dire que les pays du Nord se défaussent de cette affaire à nouveau sur les pays du Sud. Donc ça c'est Kyoto. Kyoto, n'ayant pas été signé par tout le monde, a amené les Nations Unies et la Convention cadre à vouloir changer de système. Changer de système surtout après l'échec de Copenhague, qui a été un coup très dur, qui a été donc en 2009, une conférence qui était censée prendre des décisions nécessaires et qui a abouti à un échec absolu. Et les Nations Unies ont d'autant plus voulu changer de cadre que la situation des émissions en 2009, 2010, 2015 est très différente de celle de 92 à 97 entre Rio et Kyoto. Entre Rio et Kyoto, c'est vraiment les pays du Nord industrialisés qui émettent massivement des gaz à effet de serre. C'est l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, l'Australie, et c'est tout. Aujourd'hui, comme vous le savez, le premier émetteur c'est la Chine, le second c'est les États-Unis, mais le troisième c'est l'Inde. Donc on n'a plus du tout le même tiercé que ce que l'on avait il y a maintenant une vingtaine d'années, et donc il y a une réflexion plus globale pour voir comment faire. Ce qui est sorti de la conférence de Durban en 2011, c'est un système totalement différent de celui de Kyoto. Et j'insiste là-dessus parce qu'il faut comprendre que les mécanismes de discussion dans les Nations Unies ne sont plus du tout de même nature que ceux qui avaient lieu au moment de Rio, au moment de Kyoto, jusqu'à Copenhague. On a aujourd'hui des règles du jeu radicalement différentes, ce qui en soi est un problème majeur. Aujourd'hui, ce qui a été décidé sur pression américaine et chinoise, c'est que les seuils d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les obligations de résultat sur l'émission de gaz à effet de serre, ne soient pas discutées pendant les COP. Il y a une séparation en deux. En dehors des COP et avant les COP, il y a un mécanisme, on l'appelle en anglais INDC, vous trouverez l'acronyme en anglais dans toutes les recherches que vous pouvez faire sur Google, mais qui veut dire en fait les engagements volontaires des États. Ces engagements volontaires ne sont pas discutés, ne seront pas à l'ordre du jour de la COP. Ces engagements volontaires étaient censés être publiés et connus en mars-avril dernier. Aujourd'hui, on vient d'avoir un des derniers gros pays qui est l'Inde, qui vient juste de l'annoncer, c'était avant-hier, bon exactement, et on a aujourd'hui une centaine de pays qui ont donné leurs engagements, pas tous. Ce sont malgré tout les pays les plus gros et ceux qui émettent le plus, donc on commence déjà à avoir une idée. Le résultat n'est pas bon.
hein. Un des organismes scientifiques qui travaille là-dessus dit déjà, et c'est un organisme qui est considéré par beaucoup d'observateurs comme trop optimiste, qu'on est à plus 2,7 degrés si on prend en compte ce qui a été dit. Hein, donc on est bien au-delà des deux, et il manque quand même pas mal de pays qui n'ont toujours pas annoncé leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc on est parti pour une trajectoire de 3 degrés, voire plus, et toute la communauté scientifique considère qu'à ce moment-là, ça devient incontrôlable. Hein, en termes de fonte des glaciers, surtout de fonte des calottes glaciaires, Groenland et Antarctique, pardon. Donc on a une situation incontrôlable. Mais ça, qui est quand même l'essentiel du problème, n'est pas discuté. Ce qui sera discuté à la COP, c'est des aspects plus techniques, qui est le rythme, si on était syndicaliste, on dirait de la revoyure. Tous les combien, on a une grande conférence qui rediscute des engagements des États, enfin plutôt qui s'accompagne d'engagement des États. La France demande tous les 5 ans, mais certains veulent tous les 10 ans, hein, ça vous donne une idée. Deuxième mécanisme qui sera discuté, est-ce qu'il y aura un effet cliquet? Est-ce qu'un pays qui s'est engagé en 2015 à réduire de tant de pourcents pourra dire en 2020, bon finalement je m'étais gouré, on va augmenter tout ça de 20%, ou est-ce qu'il sera obligé de faire toujours un peu mieux? Et puis troisièmement, tout ce qui relève de ce que on appelle en anglais le reporting and monitoring, tout ce qui permet de mesurer et de vérifier que ce que dit un État est vraiment la réalité, que ce soit pas simplement du baratin et des promesses sur une feuille de papier. Donc ça c'est ce qui sera discuté à Paris pendant la COP, plus un volet qui est très compliqué pour des tas de raisons, qui est le volet financier. Pour le présenter, il est compliqué pour 2 raisons. Une, c'est le fait que les pays du Nord, et je vous conseille de lire le très bon article de Jade Lingard de Mediapart aujourd'hui, qui explique par exemple que la France vient d'annoncer 4 milliards. Bon, donc c'est beaucoup, c'est un très très gros engagement. On pourrait dire bravo, champion, Hollande, super. Et quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un sou dans le budget 2016. Donc que ces 4 milliards en fait ne sont pas des dons, ce que tout le monde pourrait penser être la nécessité, mais uniquement des prêts. Donc évidemment, c'est pas compté dans le budget parce que ce n'est pas de l'argent que la France donne, mais c'est uniquement un prêt que les banques, quelles qu'elles soient, ça peut être la Caisse des dépôts et consignations, fera, mais contre remboursement selon et trébuchant. Donc c'est ça qu'annonce la France. Donc déjà, cette première question qui est de savoir, est-ce que c'est des vrais dons et pas des prêts? Deuxièmement, est-ce que c'est uniquement les choses qui viennent des États, ou est-ce qu'on espère des effets leviers avec l'entrée du capital privé et financier dans l'affaire, qui est non plus pas réglé? Donc on voit qu'il y a un gros loup, comme on dit, sur les engagements et les promesses faites par les pays du Nord, France première concernée, puisque la COP aura lieu chez nous. Et un deuxième gros problème qui, lui, est interne aux pays du Sud, c'est qu'à Kyoto, il y avait l'idée que les pays du Sud, c'est tous les mêmes. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Certains l'acceptent. La Chine dit « Nous sommes aujourd'hui suffisamment développés pour ne pas être considérés comme l'équivalent du Burkina Faso, d'Haïti ou des pays du Burundi, des pays les plus pauvres de la Terre. » Mais après, au sein même, par exemple, d'un continent comme l'Afrique, y compris sur sa partie subsaharienne, certains disent, parce que les chiffres le montrent, que l'Afrique du Sud, c'est pas le Burkina Faso. C'est vrai, techniquement. D'autant plus que c'est un pays qui extrait beaucoup de minéraux et beaucoup de charbon. Donc techniquement, les analystes qui disent ça ont raison. En même temps, mettez-vous à la place d'un militant noir de l'ANC, même s'il est au gouvernement, qui dit, les multinationales extractivistes, elles sont censées être pour partie sud-africaines, mais elles sont avant tout anglaises et australiennes. Donc on parle de multinationales qui ne sont pas des entreprises de nos pays. Et deux, quand on voit qui émet des gaz à effet de serre en Afrique du Sud, c'est plus les 6-7 millions de blancs qui vivent dans des villes cossues avec des moyens financiers bien au-delà de ce que la population noire a, et pas des villes de dortoirs comme Soweto et autres. Donc nous, en tant que peuple victime de l'apartheid, on nous fait payer 2 fois, d'une certaine façon, par l'apartheid, et maintenant, en ne nous permettant pas d'avoir les financements qui nous permettent de nous adapter et de changer notre modèle énergétique. Donc il y a au sein du Sud une tension très forte sur quel est le mécanisme de différenciation, et comment est-ce qu'on donne ou pas de l'argent à tel ou tel pays. Voilà quels sont les sujets un peu durs. Mais vous voyez que l'essentiel, ceci dit, qui sont les INDC, c'est-à-dire les engagements des États, ne sont pas dans l'accord. Dernière chose sur les enjeux de Paris, c'est le fait que les Nations Unies ont décidé de quelque chose qui pouvait apparaître comme raisonnable, mais qui est très problématique. C'est quand on discute du changement de climat, les Nations Unies ne regardent que la sortie du tuyau. C'est-à-dire, ils regardent uniquement les émissions de gaz à effet de serre. Ils ne s'intéressent pas à la façon dont ces gaz à effet de serre sont produits. Ce qui donne un résultat qui peut paraître paradoxal, mais qui est assez terrifiant, c'est que dans toutes les discussions de l'UNFCCC pour les COP, et donc dans tous les textes qui font aujourd'hui 40 pages, c'est pas des petites choses, il n'y a jamais mention ni des énergies fossiles, ni des énergies renouvelables. C'est hors champ.
chaque pays se débrouille. Si vous voulez mettre du nucléaire partout, c'est votre problème. Bon. Mais les Nations Unies ne veulent pas entendre parler des moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est le cœur du problème. Ce qui fait que le résultat sont des discussions très techniques, très jargonneuses. Je vous en ai donné quelques éléments, mais je pourrais y aller plus dans le jargon. Je ne vais évidemment pas le faire, rassurez-vous, mais qui rendent l'affaire très compliquée à saisir par les citoyens et par les populations de nos pays. Et j'en viens maintenant à la deuxième partie, qui est les mobilisations et tout ce qui relève de la mobilisation citoyenne de nous tous. En partant de ce qui peut apparaître comme un paradoxe. C'est que les opinions publiques dans nos pays, et la France comme beaucoup d'autres n'échappe pas et heureusement à la règle, sont maintenant convaincues que le problème est là. Parce qu'elles le voient, ces populations, voire nous, Cannes et la Côte d'Azur, et plus globalement parce qu'on voit bien que le climat est en train de changer, et ce que disent les scientifiques est confirmé malheureusement jour après jour. Donc l'opinion publique est convaincue qu'il y a un problème majeur, et convaincue que le défi qui est devant nous, en tant qu'humanité, qui est celui du changement de climat, est peut-être le défi le pire que nous ayons connu au sens collectif du terme. Évidemment, quand on est dans une guerre ou dans un génocide, on peut considérer que c'est pire, mais si on prend la population humaine dans sa totalité, c'est le premier des défis depuis la dernière glaciation, depuis il y a 15 000 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vécu, je crois, largement comme un problème majeur. En même temps que les gens voient que c'est un problème majeur, ils ne font pas confiance dans leur gouvernement. Et à mon avis, à juste titre, quand on voit ce qui est en train d'être annoncé par les propres gouvernements. Et quand vous demandez aux gens, les sondages, pas nous, quand vous regardez ce que sort l'IFOP, la SOFRES, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un accord positif à Paris? Réponse non à 80%. Donc tout le monde est convaincu de l'importance du sujet, tout le monde voit bien que les gouvernements ne font pas le boulot, pour le dire vite, voire même aggrave les choses. Vous avez vu que le gouvernement français, en annonçant 4 milliards, en même temps signe des permis d'exploitation pétrolière, c'est quand même top. Bon, tout le monde voit ça, mais en même temps, il n'y a pas de mouvement militant sur le climat. Il n'y a pas sur le climat un mouvement de masse qui, comme les syndicats sur le plan salarial ou des mouvements paysans ou tout autre, dirait nous on prend en charge cette question-là. Ça n'existe pas. Bon. Il y a pourtant plein de luttes environnementales. Vous avez eu les Bouillons, il y a Notre-Dame-des-Landes et des tas d'autres, mais sur le climat, pas grand-chose. Pourquoi? Une des raisons principales, je pense, en tout cas c'est ce qu'il faut discuter, c'est que c'est un sujet qui apparaît comme trop global. Il y a multiples causes au changement climatique, l'agriculture, le logement, nos moyens de transport, nos propres modes de vie, nos vacances, bref, beaucoup de choses. Et puis, on ne sait pas quelles vont être les conséquences, comment agir. Bref, il y a donc des choses qui sont tellement compliquées qu'à la différence d'un train à grande vitesse dans un aéroport où on peut faire un blocage, une ZAD, etc., on ne sait pas quel est le fil à tirer. C'est la première raison. Mais cette raison-là qui existe, et à mon avis tout à fait fondamentale, est renforcée par le mécanisme même de négociation des Nations Unies, ce que je vous ai expliqué être le bout de tuyau. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en plus, il faut tirer un fil compliqué, technique, etc., et qu'on ne parle pas du fond du sujet, qui sont les émissions de gaz précises, c'est-à-dire en fait le fait qu'on brûle du fossile, pour le dire vite, du charbon, du gaz et du pétrole. Alors, on avait donc cette situation assez inquiétante, qui est une communauté des gouvernements qui ne fait pas le boulot, une société civile qui se rend compte qu'il y a un problème mais qui ne se mobilise pas. Donc, est-ce que les choses sont en train de changer? L'impression que nous avons dans la coalition et tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là et qui mobilisent sur ces questions-là, c'est que les choses sont en train de changer. Il y a plusieurs indices à cela. Le premier, ça a été la manifestation qui a eu lieu l'an dernier à New York. Ils attendaient au mieux 100 000. Vous savez que les Américains, pas les Québécois, mais les États-Uniens, c'est pas les Espagnols, les Français ou les Italiens. Mettre 1 million de personnes dans la rue, ça ne s'est jamais vu. Donc 100 000, c'est déjà beaucoup. La police en a compté 350 000, ce qui en fait la plus grosse manifestation états-unienne depuis la guerre du Vietnam et les années 70. Donc ça a été un vrai choc. Même chose à Lima, je ne rentre pas dans le détail, et puis même chose ici. Ce que vous avez vécu ici, ce qu'on m'a donné comme chiffre, qui est quand même extrêmement positif sur ce qu'est Alternative à Rouen, vous n'êtes pas les seuls. À Paris, on a eu aussi des dizaines de milliers le week-end dernier, et dans toute la France, il y a eu des Alternativas qui ont été des très gros succès. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Si autant de gens viennent un dimanche, certes il faisait beau, c'est sympa, les bords de Seine, etc., mais c'est qu'il y a quand même des gens qui ont envie de se bouger sur ces questions-là, et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société. Donc pour toutes ces raisons-là, on est beaucoup à être plus optimiste. Et on pense que le moment est là pour essayer de construire quelque chose qui soit pérenne. Alors une des raisons qui explique pourquoi ça marche, c'est que on a construit des coalitions très larges et très unitaires. Alors unitaires à tous les niveaux. Je rentre pas dans le détail, mais je vous ai dit que dans les négociations des Nations Unies, j'explique.
Il y a dans les Nations Unies des groupes qui s'organisent de la société civile par centre d'intérêt, ce qu'on appelle les major groups, les groupes principaux. Donc il y a les groupes environnementaux, il y en a deux, hein, Climate Action Network, le réseau d'action climat, et Climate Justice Now, la justice climatique, hein, si on peut dire. Bon, donc il y a donc deux grosses alliances environnementales. Hein. Dans l'une, il y a Greenpeace, WWF et autres. Dans l'autre, il y a les Amis de la Terre, mais aussi la Via Campesina et d'autres. Et puis, il y a des regroupements qui sont, par exemple, les syndicats, les femmes, les jeunes, les peuples indigènes. Je ne rentre pas dans l'addition de toutes ces composantes. Elles se retrouvent toutes dans nos coalitions, à New York, au Pérou et en France, ici dans la coalition Climat 21, celle qui fait ces affiches-là. Bon. Au-delà de ces major groups qui sont dans les Nations Unies, on a vraiment toute la société civile. Vous prenez la coalition Climat 21, en plus des syndicats qui vont de Solidaires à la CFDT, des groupes de foi qui vont des catholiques aux protestants jusqu'aux francs-maçons et j'en passe, à tous ceux qui mobilisent sur le plan environnemental. On a vraiment des composantes très très larges, beaucoup de monde. Ce qui donne au moins une énergie initiale et une capacité de rassemblement, d'autant plus que c'est une coalition dans laquelle les gens s'écoutent, travaillent ensemble. On sort d'une réunion là, qui s'est tenue pendant 3 jours, hein, de vendredi à aujourd'hui même, où il y avait entre 5 et 600 personnes, hein, 150 internationaux et un peu plus de 350 Français, bon, dans un état d'esprit très bon, tu étais là, enfin on était nombreux à être là, et franchement les gens s'écoutent, se respectent, on a vraiment une situation qui est tout à fait positive. Bon. Il y a derrière ça, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est en train de changer, aussi l'arrivée de nouveaux acteurs qui posent des problèmes différemment. Des nouveaux acteurs qui sont souvent très peu impliqués dans les négociations, qui s'en foutent un peu, et qui prennent les choses à rebours de la façon dont les Nations Unies ont construit les négociations. Je vais vous en citer deux. Un, c'est 350.org. 350.org, c'est un mouvement nord-américain, à l'origine, d'étudiants surtout, et qui a décidé de se mobiliser uniquement sur les énergies fossiles. Et qui a dit, nous, ce qu'on va faire, c'est des campagnes pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre à la source. C'est-à-dire, ils se battent contre le charbon, contre le pétrole, contre le gaz. Et pour ça, ils ont pris des choses tout à fait simples et qui apparaissent comme très réformistes, mais qui ont une radicalité assez forte, qui est la campagne qu'ils appellent Desinvest Invest, qui est désinvestir, investir. Donc ils essaient de convaincre, par exemple, les fonds, parce que les universités américaines ont un capital important qui est investi, qui rapporte des intérêts, qui font tourner les universités américaines. Ils se battent auprès de leurs universités pour dire tout l'argent qui est aujourd'hui investi dans du pétrole ou du charbon doit être désinvesti pour être investi dans du renouvelable. Hein, c'est aussi bête que ça, aussi simple que ça, mais c'est efficace parce qu'on tape au porte-monnaie des énergies fossiles. Hein, bon. Et donc on a des campagnes de ce type qui sont a priori très simples, mais qui peuvent être vraiment radicales, qui parfois sont accompagnées d'actions qui sont des actions là de désobéissance civile, comme les Allemands l'ont fait dans la plus grande mine de charbon qui existe en Europe, qui est entre Cologne et Düsseldorf, hein, dans la Rhénanie, dans la Ruhr. Donc on a comme ça des gens qui s'attaquent à la cause. Hein, et qui ne vont pas chercher à discuter des mécanismes compliqués des Nations Unies, mais qui regardent à la cause comment on peut bloquer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, premier type d'acteur. Deuxième type d'acteur, c'est Alternativa, qui a dit, au lieu là aussi de discuter sur le détail de tout ce que les Nations Unies peuvent faire, montrons qu'on peut changer les choses ici et maintenant, en présentant les alternatives. Je ne vais pas vous parler d'Alternativa, vous êtes là pour ça et vous avez fait ça toute la journée, mais c'est ce qu'on a fait dans les différentes villes de France où Alternativa a été présent. Et des deux côtés, que ce soit par 350 ou les Allemands, ils appellent ça en Allemagne Ende Gelände, c'est-à-dire ici et maintenant, ou Alternativa, c'est de prendre la racine du problème qui est les émissions de gaz à effet de serre par le fait qu'on brûle du fossile et de présenter des alternatives possibles, tout ce que vous avez discuté et vu pendant toute la journée. Donc en prenant les affaires comme ça, tout de suite là on peut se sentir impliqué. Tout le monde voit bien qu'on peut en effet avoir des circuits courts qui permettent que les cantines scolaires ou les restaurants d'entreprise soient servis avec des choses qui viennent d'un circuit assez court, ce qui se fait en partie à Rouen, hein, par exemple. Hein, bon. Donc des choses qui sont très accessibles, sur lesquelles des luttes locales sont possibles. C'est aussi des luttes locales contre les grands projets inutiles. Hein. Il va y avoir à nouveau des mobilisations dans le sud-ouest contre l'extension de la ligne TGV Bordeaux-Bayonne. Donc des choses comme ça de résistance et puis d'alternatives, hein, bon, comme on le voit ici. Des choses qui jouent aussi contre le fait de brûler du fossile. Enfin bref, plein de choses qui se jouent au niveau local. Et souvent Bissi et Tchetch en particulier, qui est un de ceux qui a inventé ce concept des Alternativa, dit qu'un mouvement ne peut être pérenne que s'il a des racines. Si on passe simplement, il faut utiliser les grands sommets comme celui de Paris pour se mobiliser, c'est des boosters, hein, ces grands sommets, ça permet d'accélérer les choses, mais si on se contente de ça,
on va passer tous les 5 ans d'un sommet de Copenhague à un sommet de Paris, je ne sais pas où sera le prochain, et entre-temps on arrête tout, ce qui s'est passé après Copenhague. Donc si on veut l'enraciner, ce mouvement, il faut être capable de faire ce qu'Alternativa fait ou ce que font 350, c'est vraiment de se mobiliser localement et en même temps utiliser les grosses mobilisations internationales comme celles que l'on a en ce moment. Alors je vais finir maintenant, c'était je crois l'essentiel de ce que je voulais vous dire, comme ça permettra d'engager la discussion avec toutes celles et tous ceux qui le veulent, en disant que ce qui va se jouer quand même là, c'est aussi la possibilité que nous aurons après Paris de maintenir un mouvement pérenne, qui sera un mouvement, ou qui devrait être un mouvement, je le mets encore évidemment au conditionnel, dans lequel on retrouve la qualité de ce qui se joue dans les alternatives concrètes, mais aussi dans les résistances, et qui permettent de garder une radicalité dans l'action et en même temps une ouverture à tous ces réseaux qui sont ici à Alternativa, qui sont dans la coalition. C'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous savez probablement que pour Paris, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez le temps de le découvrir, il y aura une grosse manifestation au début, qui seront souvent décentralisées. J'ai vu que vous, par exemple, vous étiez parti pour une manif à Rouen le 28 novembre, ce qui est très bien. Et ensuite, on aura une espèce d'escalade des mobilisations jusqu'au 12 décembre, avec des grands moments à Paris, comme un village entier des alternatives et un sommet climat le 5 et 6. On aura au 104, qui est un très grand équipement culturel parisien, toute une série de préparations d'action jusqu'au 12 décembre. Avec un tout petit enjeu et un vrai défi pour nous tous, vous comme nous en région parisienne. On a connu des Alternativas qui ont été fin septembre, début octobre, ce qui était une bonne idée, parce que le climat est là, on a eu de la chance le dernier week-end comme celui-là, et ça nous laissait quand même septembre pour le préparer. On n'était pas aux sorties du mois d'août à courir après la construction d'Alternativa. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a maintenant peu de temps. Et tout l'enjeu, c'est de convertir l'énergie qui est la vôtre, celle qui s'est exprimée ici dans la journée du 4, vers la construction d'une mobilisation à Rouen d'abord, et tous ensemble à Paris à partir du 5 et du 6 décembre. Pour ça, ça veut dire qu'il faut que vous créiez, alors appelez ça coalition locale, peu importe, je ne sais pas comment vous arrivez, ça existe déjà d'ailleurs, mais comment faire passer l'énergie d'Alternativa dans la coalition, c'est à mon avis tout l'enjeu des jours qui viennent. Et je pense que c'est ça qui permettra qu'on utilise cette énorme dynamique qu'a créé les Alternativas pour se mobiliser pour le sommet Paris, et j'espère, parce que c'est vraiment le fond du sujet, qu'à partir de Paris, on aura les moyens d'avoir un mouvement pérenne sur les questions climatiques qui mélange alternative et résistance. Je vous remercie de votre attention, et puis maintenant on peut lancer la discussion.